C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la levée de l'immunité parlementaire de Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, est désormais à la disposition de la justice. Le procureur de la Cour constitutionnelle va le poursuivre pour détournement de deniers publics. Les détails dans ce journal. L'Afrique du Sud, dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle, l'instance doit examiner le 12 juillet prochain la demande d'annulation de la condamnation de l'ancien président Jacob Zuma. L'ex-président est copé de 15 mois de prison pour outrage à la justice. Enfin, nous irons en Tunisie. Le pays se bat pour sauver sa saison touristique menacée par la montée des cas de contamination au Covid-19. La situation sanitaire a déjà considérablement affaibli le secteur qui représente 10 à 14% du PIB du pays. Reportage à suivre. La levée de l'immunité de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, le sénateur congolais, est désormais à la disposition de la justice. La Cour constitutionnelle l'accuse de détournement de deniers publics. Les précisions à Kinshasa de Clément Bonneau. Les sénateurs n'auront pas résisté longtemps à la pression de Félix Tshisekedi. Le président congolais avait exprimé à plusieurs reprises son agacement face au refus du Sénat de livrer l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à la justice. Lundi, le bureau de la Chambre haute du Parlement a finalement accepté de lever les immunités parlementaires de celui qui est aujourd'hui sénateur, et ce officiellement dans le but de lui permettre de présenter ses moyens de défense. Alors cette décision fait suite à un réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle daté du 24 juin, accusant Matata Ponyo du détournement de près de 150 millions de dollars. Il s'agit de fonds destinés à l'indemnisation de 300 victimes d'expropriation dans le cadre de la campagne de zaïrianisation au début des années 1970. Selon le parquet, les personnes concernées n'ont jamais perçu leur dû, une version que conteste Augustin Matata Ponyo. L'un des avocats de l'ancien Premier ministre que nous avons joint ce mardi dénonce de son côté un acharnement politique destiné à écarter un rival potentiel du président Félix Tshisekedi. Il faut rappeler qu'Augustin Matata Ponyo avait déjà fait l'objet d'une demande de poursuite le mois dernier, cette fois concernant une affaire de malversation dans un projet de parc agro-industriel à Bukangalonzo dans la province du Kwango. Mais les sénateurs avaient alors voté à une courte majorité contre la levée des immunités parlementaires de l'ancien Premier ministre. Cette nomination, toujours en République démocratique du Congo, une ancienne fonctionnaire congolaise du Fonds monétaire international a été nommée gouverneure de la Banque centrale du pays. Marie-France Malangou Kabedi Mbouyi est la première femme nommée à ce poste. L'attente en Afrique du Sud. Le pays est suspendu à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit examiner le 12 juillet prochain la demande de Jacob Zuma d'annuler sa condamnation à la prison pour outrage à la justice. Âgé de 79 ans, l'ex-président sud-africain a été condamné mardi à 15 mois de prison par cette même instance. Les précisions au Cap de Caroline Dumais. Si on en croit les professeurs de droit, si on en croit les spécialistes de la question, il a assez peu de chances que la Cour constitutionnelle change d'avis. Il a peu de chance parce qu'en fait, ses arguments sont un peu fallacieux, parfois même de mauvaise foi. Jacob Zuma, il explique qu'il a été mal conseillé, par exemple. Et puis, vous savez, on lui reproche d'avoir claqué la porte du juge Zondo, d'être parti lors d'une session parce qu'il ne voulait pas répondre aux questions. Et dans ses papiers qu'il a adressés à la Cour, il a dit non, je ne suis pas parti pour ne pas répondre aux questions, je suis parti parce que je devais prendre mes médicaments. Alors, est-ce que la Cour constitutionnelle va penser que l'ancien président est quand même de fort mauvaise foi? Est-ce que ses arguments sont solides? On ne sait pas, il faudra attendre quelques jours pour le savoir. Il y a quand même, à part ces arguments, des faits très, très clairs. L'ancien président Jacob Zuma considère qu'il est dangereux d'aller en prison à 80 ans et quand on a une santé fragile avec la troisième vague du Covid. Et ça, par contre, ça pourrait être entendu. Donc, ça sera évidemment dans quelques jours que nous en saurons plus. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'Égypte et le Soudan qui rejettent l'initiative de l'Éthiopie. Addis Abeba souhaite entamer sans accord préalable la seconde phase de remplissage de son barrage controversé sur le Nil. Une opération qui risque d'aggraver les tensions avant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce jeudi.
Pas de changement de la diplomatie américaine vis-à-vis du Maroc et du Sahara occidental. Joe Biden a validé la décision de Donald Trump qui avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en décembre 2020. Le royaume chérifien avait en échange reconnu l'État d'Israël. L'ONU hausse le ton et met en garde contre la dégradation de la situation en Eswatini. L'Organisation des Nations Unies s'est montrée profondément préoccupée face à la violente répression des manifestations contre la monarchie et demande au gouvernement de ce petit royaume d'Afrique centrale d'enquêter rapidement sur le sujet. Direction la Tunisie. Le pays tente tant bien que mal de sauver sa saison touristique avec une crise sanitaire qui s'aggrave. Les hôtels continuent à recevoir des touristes européens vaccinés, mais la montée des contaminations ne présage rien de bon. En Tunisie, le secteur touristique représente entre 10 et 14% du PIB et plus de 400 000 emplois. Reportage à Sousse et à Monastir, signé Lilia Blaise et Hamdi Tlili. Dans cet hôtel de Monastir au centre-est du pays, les touristes et tunisiens profitent de l'été. Pourtant, la situation sanitaire est inquiétante. Les décès liés au Covid-19 sont en recrudescence depuis des semaines et les hôpitaux saturés. Il y a quand même du monde pour le moment ici à l'hôtel, malgré la crise. Cette famille belge, habituée des vacances en Tunisie, est revenue malgré le virus. Je n'ai pas peur, je suis vaccinée, je mets mon masque où il y a la foule. Sa fille Titiana a quand même pris des assurances rapatriement spéciales Covid et elles ont aussi changé leurs habitudes sur place. Donc effectivement, la différence pour nous, c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne fait plus cette année et qu'on faisait précédemment. On évite aussi donc les restaurants, les excursions à l'extérieur. Au sein de l'hôtel, les protocoles sanitaires sont encore strictement appliqués, un processus rodé depuis l'année dernière. La plupart du personnel est aussi vacciné. Donc, il y a une distanciation qui est respectée avec le marquage au sol, les barrières qui sont là pour protéger les employés et les clients. Cet hôtelier dit ne pas avoir eu d'annulation malgré les restrictions de mouvement entre les villes imposées récemment et le confinement dans la ville voisine de Sousse depuis dimanche. Donc cette année, c'est mieux. Malgré que la situation sanitaire à l'extérieur elle est moyenne, les clients continuent à réserver. Le marché européen ne nous a pas lâchés. Dans la médina de Sousse où nous sommes allés avant le confinement, le discours est tout autre. Les artisans vont fermer boutique pendant une semaine. Sofiane a arrêté depuis longtemps de vendre de l'artisanat faute de touristes. Aujourd'hui, la pandémie et le manque de vaccins sont ses seules préoccupations. Il nous faut des vaccins. J'en peux plus de ce virus. Il a pris ma mère il y a 2 mois. Et pas une seule famille n'a été épargnée ici. La saison a repris, mais comme les touristes sont cantonnés dans les hôtels, elle s'annonce très difficile. Et la crise sanitaire a aussi durement impacté le milieu artistique. C'est le cas à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, compte l'une des écoles d'art les plus célèbres du continent, celle de Poto Poto. Depuis la pandémie, les artistes ont plus de mal à vendre leurs tableaux et l'école a peut-être trouvé une solution, comme nous l'explique Nicolas Germain. L'école de peinture de Poto Poto a été créée à Brazzaville en 1951 par le français Pierre Laude. Aujourd'hui, elle est l'une des plus célèbres du continent. Sylvestre Mangwanza est professeur d'art ici. Nous avons leur donné l'engouement pour donner certaines valeurs. Parce que les gens avaient toujours tendance de penser à la vente. Or, d'abord, c'est la conception et le savoir-faire. La vente, ce sera bien après. Rabi a 18 ans, il étudie ici depuis 7 mois. Avant, en fait, mes dessins étaient basés juste sur les Disney Channel, les mangas. Et là, depuis un certain moment, j'ai envie de faire plus que ça, montrer la culture congolaise, quoi. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'était pas ma culture. Là, j'ai envie de montrer ma culture. La pandémie a fragilisé l'économie et les ventes de tableaux au Congo-Brazzaville ont chuté. Mais le directeur de l'école espère avoir trouvé une parade. Les artistes ne vendent plus comme avant. Alors, pour remédier à cette situation, nous avons soumis un projet à l'UNESCO pour pouvoir installer une galerie virtuelle pour permettre aux artistes de vendre en ligne. Vendre ses tableaux à l'étranger grâce à Internet permettrait à cette école, qui vient de souffler ses 70 bougies, de surmonter la crise actuelle.
Avant de se quitter, je vous emmène au Kenya à la rencontre de Gado, caricaturiste pour le Standard, l'un des grands quotidiens du pays. Depuis près de 30 ans, ses dessins sont publiés à travers toute la planète, Le Monde et Courrier International en France, le Washington Times aux États-Unis ou encore le Japan Times. Il a obtenu plusieurs prix. Reportage de Bastien Renouille. Rituel quotidien pour Godfrey Mwempemboa. Il achète les principaux journaux du Kenya. Connu sous son nom d'artiste, Gado est le dessinateur le plus craint par les chefs d'État est-africains. Vous devez être un animal politique. Vous devez non seulement savoir ce qu'il se passe au Kenya, mais aussi dans le reste de la région et dans le monde. Le caricaturiste dessine aussi bien les déboires des politiciens locaux que l'actualité internationale. Comme dans cette édition du journal pour lequel il travaille, The Standard. C'est la prestation de serment de Museveni. Cet autre dessin évoque la répartition des vaccins contre le Covid qui lèse l'Afrique. Là, il critique les bombardements israéliens sur Gaza. Le caricaturiste ne s'interdit aucun sujet. J'ai carte blanche. Il y a évidemment des sujets durs à traiter, sensibles. Par exemple, les problèmes religieux sont toujours très sensibles. Mais nous devons trouver une solution pour réussir à parler des sujets difficiles. Les dessinateurs de presse ont cette mission et nous devons de la mener à bien. En 2016, cette liberté de ton lui a valu un licenciement. Depuis, il a trouvé un nouvel employeur et continue à croquer l'actualité. La presse est relativement libre au Kenya en comparaison avec le reste de la région. Ce jour-là, il se moque d'un syndicaliste dont le nom vient d'être attribué à une rue. Nairobi a de nombreux problèmes de drainage et bien d'autres. Donc, je propose juste qu'on construise une canalisation pour les eaux usées et qu'on lui donne le nom de ce type. En 2022, le Kenya élira son nouveau président. Les politiciens locaux sont prévenus. Gado veillera sur le scrutin. Et puis sachez que Gado expose à Paris au mois de juillet, comme de nombreux autres dessinateurs africains, lors d'un événement organisé par Cartooning for Peace. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.